Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de flux d'informations et de l'importance de ceux-ci pour doper ces performances. Alors, quand on parle de ces performances, on parle des performances de l'entreprise avec un regard beaucoup plus centré sur eux. Alors, rapidement me représenter, ça c'est le slide de présentation que j'utilise quand je suis dans le cadre de l'ASTI. L'idée de rappeler que mon domaine d'expertise, c'est la gestion d'entreprise, et là j'ai eu une expérience importante en tant que consultant et chef d'entreprise. Et puis c'est le web. Je suis un enfant de la micro-informatique, donc j'ai suivi le développement de l'informatique à partir des micro-ordinateurs, on remonte avant 85, donc fin des années 70. J'ai tout suivi, toute l'évolution. Et dans le cadre de cette évolution, où j'ai eu beaucoup de rôles, notamment développeur, analyste, consultant, blabla, j'ai découvert le monde de l'information, le monde du document, avec des choses comme Lotus Notes à l'époque, le scanning, l'OCR, machin pareil, et puis le web, il y a une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, et depuis, je travaille dans le web et j'essaie en fait d'expliquer à mes interlocuteurs, donc les entrepreneurs, comment bien utiliser le web. Alors, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un web designer, je ne suis pas un web développeur, donc ce n'est pas moi qui fais les sites web. Je suis ce qu'on pourrait appeler un utilisateur puissant, c'est-à-dire que je comprends comment tout cela fonctionne, les implications des différentes technologies, et puis je suis là pour expliquer et pour démystifier quelque part le monde du web. Parce que quand même, je me rends compte, depuis longtemps, mais c'est encore toujours, qu'il y a une problématique de compréhension de ce qu'est le web. Il y a beaucoup de mots qui fusent, Facebook, Google, référencement et autres. Et puis les éléments de base, les concepts de base ne sont pas toujours à la portée du premier venu, et il est nécessaire de démystifier les choses. C'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui en lien avec ce qu'on appelle les flux d'informations. Alors avant de commencer, qui dans la salle est dans une société qui dispose d'un site web? Tout le monde. Alors ceux qui ont un site web, est-ce qu'ils savent s'il y a des objectifs particuliers et précis qui sont assignés au site web? Genre, on veut 1000 visiteurs par mois ou 2000 visiteurs par mois, on veut 500 visiteurs qui proviennent d'Arlon, on veut 50 demandes de renseignements, 10 ventes par jour. Est-ce que vous savez s'il y a des objectifs comme ça dans votre entreprise concernant votre site web? Qui sait ça? Levez le doigt. Quasi personne. Wow. Bien, c'est quand même un point de départ important, parce que ce dont on va parler aujourd'hui, ça reste le site web. Si le site web n'a pas d'objectif particulier, il y a quand même des questions à se poser. Pourquoi est-on sur le web? Est-ce que c'est juste pour être sur le web? Ok. Alors c'est peut-être des investissements en perte. Le site web doit répondre à des objectifs pour bien faire, comme le reste. Quand on envoie un vendeur sur la route, on lui demande de ramener des contrats. Le site web, quelque part, il devra avoir des objectifs pour qu'on puisse mesurer de la pertinence de sa présence. Et on va revenir un petit peu sur ces aspects après. Alors, on parle de flux. Il y a deux grands concepts aujourd'hui dans le web, quand on parle d'information. C'est le flux ou le stock. Alors, il faut comprendre comment tout cela fonctionne pour voir un petit peu la différence de ce qu'est l'un ou l'autre. Le mot le premier, c'est stock. En fait, j'imagine que tout le monde connaît Google. Qui connaît Google? Voilà. Quand on travaille dans Google, en fait, on pioche dans un stock. C'est-à-dire que le métier de Google, c'est de lire plein de pages et de les connaître et de vous les mettre à disposition pour que vous puissiez chercher dedans. Et ça, c'est un stock d'informations. C'est un peu ce que tous on a eu à l'université. Quand on va à l'université, quand on va à l'école, l'objectif de l'école, en tout cas quand moi j'y étais, il y a un paquet d'années, c'était de nous faire une tête bien pleine. C'était de nous faire ingurgiter un stock d'informations, stock dans lequel on était supposé aller puiser pour alimenter tout ce qu'on allait faire durant sa vie professionnelle. Donc on faisait 5 ans d'UNIF, un petit peu plus pour ceux qui en avaient envie, et puis on rentrait dans la vie professionnelle et tout ce qu'on avait appris était supposé nourrir notre activité professionnelle. C'est le cas également de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un grand réceptacle de livres dans lequel on va piocher quand on en a besoin. Google, c'est la même chose.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'est plus possible de stocker tant d'informations. Non pas parce qu'on est devenu bête, mais parce qu'il y a énormément d'informations qui arrivent et qui nous sont envoyées, et que l'information devient obsolète beaucoup plus vite. Donc je ne peux plus me dire aujourd'hui, ce que j'ai appris il y a 5 ans est encore valable. Il y a 5 ans, je pouvais encore à peine me dire ce que j'ai appris il y a 10 ans est toujours valable. Aujourd'hui, je ne peux plus me dire que ce que j'ai appris il y a 5 ans est toujours valable. Donc on est obligé de se mettre dans une dynamique où on va chercher de l'information de plus en plus rapidement, on la conserve de moins en moins longtemps, et la problématique n'est plus d'être capable d'aller chercher une information dans un stock d'informations quand on en a besoin, mais la problématique c'est bien d'être capable de capturer l'information dont on en a besoin au moment où on en a besoin et au moment où elle passe. Donc on arrive dans un concept de flux, et c'est pour ça qu'il est important de se mettre dans une dynamique d'apprentissage continu dans sa vie professionnelle, parce que ce que j'ai appris il y a 25 ans à l'université est aujourd'hui plus utile. J'ai fait un gros effort il y a quelques années, j'ai suivi un MBA. Toutes les matières qui m'ont été proposées dans le cadre du MBA n'existaient pas quand j'ai fait mon diplôme d'ingénieur commercial il y a 25 ans. C'est quand même impressionnant de se dire qu'il y a eu tant de choses qui ont changé, et donc on est obligé aujourd'hui constamment de se remettre en cause. Et donc on a affaire à des stocks et des flux. Google, c'est du stock d'informations. Et puis dans les flux d'informations, vous avez des choses qui sont probablement relativement familières, certainement au niveau personnel, un peu moins sans doute au niveau professionnel. C'est Facebook et tous les réseaux sociaux. Qui est sur Facebook? Une bonne partie de la salle, ok. Et donc là, on est dans un flux d'informations. Alors, on voit ici la cascade, c'est des flux qui remplissent un stock. Dans les flux d'informations, on va voir qu'il y en a qui sont effectivement stockés, puis il y en a qui s'évaporent. On dit, qui connaît Twitter? 30%, très bien. On dit que la durée de vie d'une information sur Twitter n'excède pas quelques minutes, une demi-heure tout au plus. Ça, c'est vraiment de l'information qui s'évapore. Sur Facebook, c'est la même chose. Une fois que vous arrivez en tête de mur, vous êtes là, et puis il y a plein d'autres informations qui arrivent, vous descendez, l'information descend, et après un certain temps, plus personne n'y a accès de manière naturelle, donc cette information n'a pas finalement une durée de vie très longue. Alors, si vous deviez retenir 3 choses de mon exposé, ce sont celles-ci. La première, avec ou sans vous, cela arrivera. Le web, les flux d'informations, l'information qui circule sur le web et qui va faire pour votre entreprise et pour vous ce qu'on va appeler l'identité et la réputation numérique. Tout ça se construit à partir des stocks d'informations et des flux d'informations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous le vouliez ou non, ça va se faire. Et votre identité, votre réputation sur le net va se construire. Donc, tant qu'à faire, autant en prendre la responsabilité, et vous êtes responsable de gérer cette identité et cette réputation. Alors, il faut bien mettre les choses en place. L'identité numérique, c'est ce que je dis moi-même de moi-même, qui je suis. Alors, je vous ai dit qui j'étais, vous avez vu mon petit profil, ça c'est mon identité numérique. La réputation numérique, par contre, c'est ce que les autres disent de moi. Ah, c'est un chic type. Ah, c'est quel emmerdeur. Voilà. Et tout ça va se dire sur Internet si ce n'est déjà fait. Et donc, il est important de prendre ça en main parce que, quelque part, il ne faut pas être naïf. Il n'y a personne d'autre de mieux placé que vous pour dire du bien de vous. Donc, les autres vont surtout se charger de dire du mal. À vous de prendre en main ce rôle de dire du bien de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Donc, vous êtes responsable. Deuxième chose que je vous demande de retenir. Troisième chose qui est très importante, c'est que beaucoup de choses se passent autour des mots. Les mots ont une importance primordiale quand on parle du web. Alors, je suis bien d'accord, il y a des images, il y a des vidéos, mais tout ça passe par les mots. Et les mots sont fondamentaux, et c'est principalement en fait des mots que je vais parler aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire va circuler et va tourner autour de vous. Le point de départ, c'est votre site web. On a mis sur le web un site. Quel est l'intérêt d'avoir mis un site en ligne? Être vu. Être vu, avoir des visiteurs. Alors, a priori, comment les gens arrivent-ils sur votre site? Une recherche. Ils peuvent faire une recherche. Quoi d'autre? Des liens. Un lien.
on va noter ça, on ne reviendra dessus, recherche. Google Direct. Vous pouvez prendre un bic rouge, si ça met avec un noir. Je vais changer. J'espère que le noir sera suffisamment. Parce que devant on ne voit pas, donc ce derrière, absolument. Des liens, donc des recherches, des liens. Quoi d'autre encore? Google Direct ou Google CPC. Google CPC. Par clic. Oui, donc c'est du web marketing. La lecture d'articles qui renvoie. Ouais. Aussi. Il y a ceux qui connaissent le site. Il y a le marketing print. Les banners. Marketing, on est dans le marketing. Marketing classique, c'est la connaissance. Oui, Ça, c'est une démarche de type stock. Donc je vais chercher dans l'information qui existe, c'est ce qui a fait la base du web et ce que tout le monde connaît. Il y a quelques années, c'était ça qui drainait la majorité des visites sur un site web. Aujourd'hui, il y a une autre logique qui intervient, qui est la recommandation. C'est-à-dire que l'on constate qu'aujourd'hui, on visite un site web parce que nos amis ont déjà visité le site web. C'est tout le domaine de Facebook, des réseaux sociaux. Okay. On va garder ça en tête. Et on va se demander comment on va accéder effectivement au site. Donc, l'élément le premier, c'est la connaissance. Je mets un site en ligne, j'ai une URL, www.idlux.be. Il y a un certain nombre de gens qui vont venir voir de manière naturelle parce qu'ils connaissent Idlux, soit qu'ils le connaissent depuis longtemps, soit qu'on leur dit tiens, Idlux c'est bien, et ils vont venir sur le site, ils vont taper www.idlux.be et ils vont arriver sur le site. Parfait. Votre site, si vous avez cette démarche-là, va être ce qu'on appelle un site plaquette, c'est-à-dire un site sur lequel vous allez dire moi, Idlux, enfin nous, Idlux, nous sommes les plus beaux, nous sommes les meilleurs, on vous aide, si vous venez chez nous, vous allez voir, votre business va exploser, vous allez vous insérer dans le... On va vous aider à vous insérer dans votre tissu économique. Bref, c'est l'équivalent de la plaquette papier que précédemment on vous distribue. Ce site est là, rien que pour ça. Vous allez maintenant, plutôt que de donner une plaquette, dire aux gens, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, vous tapez idlux.be et vous allez voir et vous allez comprendre ce qu'on fait. Alors, après, on a les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, ça passe par Google. Alors, la question ici qui se pose, c'est est-ce que, avec mon site idlux.be, nous sommes les meilleurs, on va vous aider, on a une équipe d'enfer, génial. Est-ce que Google, ou est-ce que les utilisateurs qui utilisent Google vont venir voir le site? Est-ce que Google va permettre à des personnes de trouver votre site? À votre avis? S'il est bien référencé, oui. S'il est bien référencé, je vais revenir sur ce concept-là après, mais est-ce qu'ils vont venir dessus? Alors, j'entends des concepts, keywords, mots-clés, référencement. Tout ça est partiellement vrai. Ma position est de dire que non, Google ne va pas vous aider à avoir des visiteurs. Le problème est un problème de mots et de vocabulaire. La personne qui va sur Internet, elle pose une question et vous donnez une réponse. Qui est le meilleur? Je suis le meilleur. Donc, la personne qui cherche va se demander qui est le meilleur. Vous dites je suis le meilleur. Le métier de Google, c'est de trouver deux chaînes identiques, une chez celui qui demande, une chez celui qui dit. Il y en a un qui demande qui est le meilleur, l'autre qui dit je suis le meilleur. Google ne fait pas le matching, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez que quelqu'un qui cherche le meilleur en disant qui est le meilleur, vous devez dans votre prose dire qui est le meilleur. Là, vous avez une chance de vous trouver ensemble. Donc, en ayant un site plaquette et en disant nous sommes les meilleurs,
nous travaillons pour vous. Il n'y a personne, aucune entreprise qui va vous trouver parce que les entreprises ne cherchent pas sur ces mots-là. Donc, il n'y a pas de fit. En d'autres termes, si vous souhaitez que votre site soit trouvé à travers des moteurs de recherche, vous devez utiliser le langage de ceux que vous espérez voir arriver. Et donc, vous devez avoir un propos du genre « Qui est le meilleur ?» C'était bien nous. Vous demandez quelle est la préoccupation de l'entrepreneur, qui peut m'aider pour une prime. Vous devez mettre quelque part sur le site qui peut m'aider pour une prime. Donc il y a un travail important à réaliser en termes de writing, donc de rédaction et d'anticipation pour se demander les gens que je veux voir sur mon site, comment s'expriment-ils. Alors on va me répondre référencement. Ce à quoi je dis non, ce n'est pas une problématique de référencement, parce qu'en fait, du côté de Google, il y a deux choses. Le référencement, c'est quoi en fait? C'est Google qui a pris la chaîne donnée par la personne qui cherche, qui est le meilleur, et qui va regarder dans sa base de données quelles sont les pages qui ont ces mots-là. Et il va en retirer un certain nombre. 100, 1000, 10 000, 100 000, peu importe. Et une fois qu'il a cette masse-là, il va se demander laquelle est-ce que je vais mettre en tête. Ça, c'est le boulot du référencement. Le référencement s'applique aux résultats que Google a jugés pertinents par rapport à votre demande. En amont, votre exercice en tant que gestionnaire du site, c'est d'être dans la liste de résultats de Google. Donc, avec qui est le meilleur, quelle que soit votre activité en termes de référencement, vous n'allez jamais être dans les résultats parce que vous n'avez jamais écrit qui est le meilleur. Donc, vous, avant même de parler de référencement, vous devez vous demander comment les gens vont-ils poser les questions et vous devez adopter le langage de votre auditoire ou de votre audience. C'est ce qu'en général on appelle le référencement naturel. Peu importe le nom qu'on donne, mais il y a vraiment une réflexion à avoir à ce sujet-là. Comment les autres s'expriment-ils? Alors, tout n'est pas perdu, parce qu'on va pouvoir mettre en place d'autres types de sites pour répondre à cette question. Il n'est pas question, en fait, de supprimer votre site plaquette qui a une utilité qui est importante. Il est important de se présenter, ça fait partie de l'identité numérique. Maintenant, votre problème, puisque vous savez que ce n'est pas le moyen pour faire venir des gens, c'est qu'il faut quelque part avoir une autre attitude et un autre comportement pour faire venir les gens. Et on va pouvoir, par exemple, mettre en place un autre site qu'on va, par exemple, appeler un blog, qui va avoir ce rôle d'aspirateur de visiteurs, d'aspirateur d'internautes. Alors, qui a déjà entendu parler d'un blog? Ah, pas mal. Qui peut définir rapidement ce qu'est un blog? C'est un site interactif, exactement. Mais ce n'est pas que ça. Le blog, c'est techniquement un site interactif qui se caractérise par le fait qu'on publie régulièrement et qu'en fait, ce qu'on publie, on va appeler ça un billet. Alors ça fait quelques lignes ou ça fait une grande article, peu importe. Mais la présentation se fait chronologiquement, c'est-à-dire qu'en tête de blog, on a le dernier article. Et chaque fois qu'on rajoute un article, l'article descend. Alors, c'est effectivement une sorte de journal. Ce journal, en plus, a des liens qui font qu'on peut aller à partir d'un menu sur des anciens billets. Bref, le blog va être connu de Google, au même titre que votre site, et le blog va avoir des avantages importants par rapport au site. Le site, lui, est principalement statique, parce que vous ne changez pas votre plaquette publicitaire à intervalles réguliers. Le blog, il est dynamique, et Google aime beaucoup qu'il soit dynamique, ce qui va avoir un impact sur le référencement. On voit d'ailleurs aujourd'hui que les blogs sont les objets qui sont les mieux référencés. Mais il aura aussi et surtout un impact sur la première étape de la recherche, c'est-à-dire qu'on va vous trouver beaucoup plus souvent. Pour deux raisons. C'est un, au fur et à mesure où vous allez publier du contenu, vous allez en fait étendre le champ sémantique de votre site
vous allez utiliser de plus en plus de mots et vous allez donner de plus en plus de chances à Google de vous trouver sur des requêtes inattendues de la part de votre audience. Et en plus, lorsque vous écrivez sur un blog, vous n'êtes pas dans le rôle d'un marketeur qui doit absolument ciseler son texte. Vous allez parler comme votre audience a parlé. Donc vous avez beaucoup plus de chances de faire le matching parce que vous allez utiliser les mêmes mots que les gens avec lesquels vous vous adressez. Oui. Est-ce qu'il y a une périodicité optimum des publications de billets dans un blog? Sur un blog? Non, parce que tout dépend de la stratégie que vous avez. Alors il y a des blogs où on publie un billet par jour, il y a des blogs où on en publie un par semaine, un par mois. Tout ça va dépendre de votre stratégie, de votre volonté d'être vous, de votre besoin. Donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Juste vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, sur un de mes blogs qui parle d'intelligence économique, j'ai écrit un billet qui faisait le lien, enfin qui était une réflexion sur le temps qu'il fallait pour un rêve d'artiste, en termes de technologie, science-fiction, arrive dans la vie réelle. Donc vous imaginez, vous lisez un livre d'anticipation, on invente un objet, combien de temps faut-il pour qu'il arrive dans la vie réelle? Et je prenais comme exemple le téléphone vidéo que Edgar P. Jacobs dessine dans une aventure de Black et Mortimer, qui est Le piège diabolique, où il voyage dans le temps et il rencontre des gens qui ont des montres avec des vidéos, des vidéophones en fait, de bracelets. Et donc je mets une photo, un scan d'une vignette, je mets Edgar P. Jacobs, etc. À ma grande surprise, ce billet-là a représenté un pic d'audience sur le blog, alors qu'il n'y avait pas a priori de raison particulière. La raison particulière, c'est que il y avait deux raisons particulières. J'ai donné des nouveaux mots à Google et donc j'ai eu de nouveaux visiteurs qui sont venus avec des nouveaux mots. Et puis il y avait quelqu'un, la belle-fille d'Edgar P. Jacobs, qui faisait de la veille sur le sujet de la création de son beau-père et qui avait identifié mon billet, qui en avait parlé dans son blog, et donc tous ces lecteurs ont vu son billet ou la référence à mon billet et sont venus sur mon blog. Et là on arrive dans la recommandation. Donc l'intérêt du blog va être de parler de choses de plus en plus larges, donner de plus en plus de mots à ceux qui cherchent et de plus en plus d'opportunités d'être retrouvés dans la liste de Google. Et puis le référencement va faire que l'on va probablement être relativement haut et donc que l'on va attirer plus facilement les visiteurs. Et on voit que les mots ont une importance considérable et que dans le regard, j'ai la recherche, j'ai la recommandation qui se base autour du blog et autour des mots utilisés dans le blog. Alors, en tant qu'entreprise, je peux aussi avoir un autre type de site qui est un site magasin ou un site de e-commerce. Qui est un site de e-commerce dans la salle? 2, 3, 4, 5, 6, ok. La problématique est globalement la même, c'est qu'il faut faire venir des gens sur le site de e-commerce. Alors rien que l'adresse, c'est pas très utile, enfin si c'est utile, mais c'est pas très efficace parce qu'il y a très peu de gens qui vont effectivement taper le nom du magasin et puis rentrer dedans, c'est quand même relativement rare, 7, 6, 7. Je vais donc essayer de jouer avec Google. Alors, il y en a qui mettent en place des systèmes de web marketing, on achète des mots-clés, et Google va non pas mettre mon site dans la liste de résultats, mais tout en haut, sur le côté, tout en bas, enfin on commence à en avoir un petit peu partout, ce sont des annonces, des liens sponsorisés qui vont nous inviter à cliquer dessus. Le blog va pouvoir jouer aussi un rôle d'attracteur de visite, puisque si je mets des mots qui sont intéressants pour mon public, pour mes acheteurs, ils vont venir sur le blog, et à partir du blog, je vais faire des recommandations, je vais les envoyer sur mon site de e-commerce. Et puis, comme on l'a dit, là, on peut travailler vraiment le référencement, c'est-à-dire que sur chacun des articles qui est vendu, qui est décrit dans mon site, je vais pouvoir là commencer à utiliser des mots-clés. Sachant qu'il y a plusieurs manières de chercher, plusieurs stratégies de recherche,
et notamment pour les sites de e-commerce, c'est assez simple, je cherche un article bien précis, du chocolat noir en plaquettes. Voilà, ça c'est des mots qui sont très, très précis sur lesquels je vais pouvoir jouer. Ce qu'on constate quand même régulièrement, c'est que les entreprises qui mettent en place des sites de e-commerce sans être vraiment accompagnées par des spécialistes, et j'ai peur d'utiliser le mot compétent, ce n'est pas tout à fait ça, mais qui comprennent bien comment fonctionne toute la chaîne de référencement et de Google. Si on n'a pas cet accompagnement, on peut arriver à des situations un petit peu chaotiques et pas très pertinentes. Je ne l'ai pas ici, mais j'ai un slide, une dia que je présente régulièrement, sur laquelle j'ai écrit ce que Google voyait d'un article issu d'un site de e-commerce. Alors pour la petite histoire, c'est un site de e-commerce qui vendait des produits capillaires, donc c'est un grossiste pour coiffeurs. Et j'ai pris un article dont Google voyait une seule chose, c'était longueur 52 cm. Combien d'articles croyez-vous que ce site a vendu sur cette description longueur 52 cm? Qui pense qu'il y en a plus que 10? Qui pense qu'il y en a 0? Il y en a évidemment 0, parce que personne ne fait une recherche dans Google sur longueur 52 cm. On lui avait dit, ce brave commerçant, ce brave entrepreneur, la personne ou la société qui avait mis en place son site, très bien, nickel, belle présentation, beau papier peint, les murs étaient correctement peints et tout était là. Et on lui a remis les clés du magasin en disant, maintenant c'est à vous de décrire, de mettre les articles en rayon et d'écrivez-les techniquement. Elle a commencé à décrire techniquement ses produits. Ses rajouts, ses raccords, 52 cm, longueur 52 cm. Ils vendaient des produits, des shampoings pour perruques. Ni le mot shampoing, ni le mot perruque n'étaient dans la description. C'était uniquement des descriptions techniques. Ils ne s'étaient donc jamais demandé comment les gens qui achètent ces produits s'expriment-ils quand ils recherchent. Il y a effectivement ceux qui le connaissent et qui viennent chercher des articles qu'ils connaissent, qui achètent, mais ils étaient incapables de drainer des nouveaux clients. Alors que ce soit pour ce site-ci, que ce soit pour votre blog ou que ce soit pour le site de e-commerce, gardez en tête qu'il y a que si vous faites venir, si vous prenez la peine de faire venir des gens sur un site, quel qu'il soit, que ce soit votre blog, que ce soit votre site plaquette, que ce soit votre site de e-commerce, vous devez leur faire quelque chose. Vous ne les faites pas simplement venir sur votre site pour dire « Wow, quel beau site !» Vous les faites venir parce que vous avez une intention. Et cette intention, vous devez l'activer, vous devez la rendre évidente en invitant votre visiteur à faire quelque chose. Est-ce que vous voulez son adresse? Est-ce que vous voulez qu'il achète quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'il prenne une newsletter? Est-ce que vous voulez qu'il vous téléphone? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et donc demandez-vous vraiment ce que vous voulez que votre visiteur fasse quand il arrive sur votre site. Et mettez-le de manière évidente. C'est inscrivez-vous à ma newsletter, là en grand, pouf, c'est ça qui est intéressant. Si vous ne le mettez pas, si vous mettez la newsletter sur la 3e page, les gens vont venir sur votre site, vont voir votre site et vont partir. D'autant que si on parle du site, la quête ici, il va se rendre compte que c'est un site statique, il ne reviendra jamais. Donc il va venir une fois, il va voir que ce n'est pas intéressant, il va partir, vous l'avez perdu. Au moins avec le blog, il va voir, ah c'est intéressant, il y a des choses qui sont dites de manière récurrente, je vais venir voir de manière récurrente. À ce moment-là, vous capturez une audience, et vous allez pouvoir mettre une série de publicités pour vous et d'actions à réaliser, et vous avez l'espoir que vos visiteurs vont faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par statique? Parce que j'ai l'impression que c'est péjoratif. Non, c'est ce que j'appelle un site c'est un site qui ne bouge pas, c'est la plaquette. Le site d'information. Un site d'information, très typiquement. Ne peut pas être bien référencé. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être bien référencé, je dis qu'il va drainer relativement peu de visiteurs. Donc il y a deux choses. Le référencement, je dis, c'est une fois que Google vous a mis dans sa liste de résultats, il va vous référencer, il va vous mettre en tête de liste. Mais si vous n'avez pas des mots qui vous permettent d'être dans la liste de résultats, vous pouvez danser sur votre tête, vous pouvez payer tous les abonnements référenceurs que vous voulez, vous ne serez jamais dans Google. Alors,
je sais que je suis caricatural, pas tant que ça. Les entreprises que j'ai rencontrées ont cette problématique. Quand je regarde les statistiques de visite avec Google ou avec d'autres outils, c'est manifeste. On voit que 80% du trafic généré par un moteur de recherche, c'est le nom du site. C'est 80-90% des visiteurs. Ça veut dire que 80-90% des gens qui utilisent Google pour vous trouver, ou qui vous trouvent parce qu'ils ont utilisé Google, vous connaissez avant de commencer. C'est dans les chiffres. Alors, je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien. Je dis les sites plaquettes répondent à un besoin, mais ne répondent pas aux autres besoins. Votre site plaquette, s'il y a 80% des gens qui viennent à travers un moteur de recherche que vous connaissez déjà, demandez-vous combien de visiteurs vous ratez. Et quand on regarde, et quand je regarde les statistiques de visite à un site, la question que je me pose, c'est non pas quels sont les mots-clés qui sont utilisés pour arriver sur mon site, c'est quels sont les mots-clés qui n'ont pas été utilisés pour arriver sur mon site. De quels mots-clés aurais-je rêvé de voir les visiteurs mettre dans Google pour arriver sur mon site? Ça, c'est la question à se poser. Et quand je vois un site sur lequel 80 ou 90% des mots sont des mots qui sont connus liés au nom et que 10 ou 15% seulement des mots qui donnent accès au site sont vagues, je me dis là, il y a un problème. Moi, je voudrais voir 90% des visites qui viennent avec des mots étonnants, qui chacun représente quelques millièmes de pourcents des visiteurs. Et pour ça, un site plaquette, ça marche. Alors, après, on peut avoir un site plaquette avec beaucoup de pages et les statistiques vont être un petit peu différentes, mais globalement, ça ne marche pas. Dans cet objectif-là. Après, quelle est la stratégie du site, quelle est la stratégie de l'entreprise? Je ne discute pas ici. Oui. Quel est l'objectif d'avoir un site plaquette tout le reste de... C'est de contribuer à la création de votre identité numérique. C'est largement dit, oui. C'est là que vous allez mettre ce que vous faites, la description de vos produits, votre point de contact, le nom de votre équipe, vos conditions générales de vente, toutes ces choses-là. Vous allez les mettre au niveau de votre site plaquette. Moi, je constate qu'une personne seule a parfois des résultats en termes de fréquentation largement supérieurs à des sites institutionnels dans lesquels on investit énormément d'argent, simplement parce qu'il y en a un qui fait un blog et qui prend la peine d'écrire un petit peu tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, et que le site institutionnel, il ne bouge pas. Et donc on a des sites qui sont beaucoup mieux placés avec des investissements minimes, et puis des mastodontes qui n'ont pas de visiter. Entre les deux, on a tout ce qu'on veut. Et en fonction de la stratégie que vous avez, de l'objectif que vous avez, ça peut être pertinent. Si votre site, avec toute l'énergie que vous mettez dedans, vous apporte de l'argent, je vous dis bravo. La méthode que vous êtes en train d'expliquer, est-ce que ça ne noie pas les personnes qui veulent visiter les sites à aller visiter plein de blogs avec plein d'informations qui sont plus ou moins similaires? Et puis, pour finir, quand les gens ils en ont marre et ils clashent le bazar. Parce qu'il y a plein de publicités, vous parlez des... Pas forcément. Alors, ce sont des appels à action. Ce n'est pas forcément de la publicité. Mais votre objectif, c'est de faire venir les gens sur vos sites pour leur faire quelque chose. Oui, mais si les mots-clés, d'après ce que je comprends, ces mots-clés, il va inviter à aller sur ce blog-là, mais il va aussi inviter à aller sur les autres blogs également. Non, pas sur les autres. Enfin, l'internaute va mettre des mots dans une requête, je n'aime pas le terme mots-clés, il va mettre des mots dans une requête de Google. Google va lui dire, voilà, moi j'ai trouvé une liste importante de sites qui répondent aux mots que vous avez mis, et puis c'est l'internaute qui va choisir ceux qu'il va aller voir. Après, j'espère qu'ils viendront chez vous parce que vous lui proposez quelque chose d'intéressant et qu'il trouvera ça tellement intéressant qu'il restera chez vous. Et ça, c'est votre responsabilité et je ne peux pas en discourir beaucoup. En plus, les backlinking depuis juillet, maintenant, sont pénalisés par, je pense que c'est Pagua, la réforme Pagua de Google. C'est possible, je vous avais bien, franchement, que je ne suis absolument pas spécialiste en référencement et que quelque part, je ne veux pas en entendre parler. Alors souvent, je renvoie vers des spécialistes, mais dans ma démarche, en tout cas de chercheur, pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est d'utiliser les bons mots.
Mais je ne suis pas non plus un grand client des sites de e-commerce. Une question, si vous êtes francophone, votre clientèle est francophone et néerlandophone. Un site en néerlandais. Il faut 2 blogs. Bon, les sites en néerlandais, dans toutes les langues, mais le blog. 2 blogs. 2 blogs. Un blog, c'est pas bon. Ça, Vous pouvez avoir un blog multilingue, mais ça fait de vous un wallon et pas un... la frontière sur le web, c'est la langue. Et le néerlandophone, il va taper ces mots en néerlandais. Et vous devez donc, vous, donner à Google les mots que votre internaute va utiliser. Donc vous devez avoir en interne quelqu'un qui maîtrise la langue. On peut faire un blog, par exemple, je ne sais pas, toto.lu, donc on pourrait faire www. fr.toto.lu et www.nl. Bien sûr, alors, donc 2 versions peut-être au sein d'un même blog. Peu importe l'URL. Non, mais plutôt que 2 blogs et 2 sites séparés. Un site avec 2 versions linguistiques. Oui, mais pour moi c'est la même chose. Un site, c'est un ensemble de pages qui sont reliées par des liens. Alors que j'ai ici un ensemble qui parle français et ici un ensemble qui parle néerlandais et qu'en haut j'ai 2 adresses différentes ou une même adresse, pour moi c'est Schubert et Verschoub. D'autant que le moteur de recherche, lui, il adresse des pages, il n'adresse pas un site. Le moteur de recherche, il va sur une page. Donc lui, il va voir une page en français, une page en néerlandais, et il ne fera pas le lien. Ah oui, je veux dire que la langue du contenu et le titre, c'est pas référencé. Bien sûr, ça c'est dans le référencement, mais n'oublions pas que pour être référencé, il faut être dans la liste de résultats. Alors, mon blog va encore avoir un intérêt, c'est qu'il va pouvoir me permettre de faire le lien avec les réseaux sociaux. Alors, je quitte un petit peu cet univers des sites et je viens dans l'univers des réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, on connaît lesquels? On va prendre ceux-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces environnements-là, qui ont un chevauchement qui est très faible, sont en fait chaque fois des univers particuliers. Donc l'univers de Facebook et l'univers de Facebook est relativement peu poreux. L'univers de Twitter, c'est l'univers de Twitter, est relativement peu poreux. Ce qui veut dire qu'il y a peu d'informations qui sortent de Twitter, peu qui sortent de Facebook. Donc, on trouve très rarement d'ailleurs des informations qui viennent de ces réseaux sociaux dans Google. On trouve un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc si je veux m'adresser à la communauté qui est dans Facebook, j'ai intérêt à aller dans Facebook. Et donc j'ai intérêt à ouvrir une page Facebook pour alimenter. Même chose pour Twitter. Si j'ai envie de m'adresser aux gens qui sont sur Twitter, j'ai intérêt à aller sur Twitter. LinkedIn, c'est la même chose. Gardons en tête que ce sont aussi des communautés et des gens qui sont différents. C'est-à-dire que je ne touche plus les mêmes gens, je ne touche pas les mêmes gens, ceux qui cherchent par Google, ceux qui sont dans Facebook, Twitter, c'est vraiment des communautés différentes. Et donc si j'ai envie d'élargir ma zone de chalandise et d'avoir un maximum de visiteurs sur mes sites, je vais devoir m'adresser à eux également. Et donc je vais aller devoir m'adresser dans leurs univers. Donc si j'ouvre une page Facebook, je vais aller dans Facebook et je vais ouvrir une page et là je vais écrire sur mon mur, des billets, des articles, des machins, et tout en fait va être stocké dans Facebook. Ça pourra être retrouvé par tous mes amis, les amis de mes amis, un petit peu n'importe qui en fonction des switches que j'ai activés pour me protéger ou pas me protéger. Enfin, si je suis entreprise, a priori, je laisse ça ouvert à tout le monde. Et donc, il y a des mots, des commentaires, des interactions qui vont apparaître de manière régulière et on a là affaire à un flux d'informations qui va être généré et qui va tourner dans Facebook. Même chose dans Twitter, de manière encore plus frénétique, plus rapide, plus courte, puisque dans Twitter, je suis limité à quelques caractères. L'intérêt de ces environnements-là, c'est la recommandation. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui que les visiteurs qui viennent sur un site viennent de moins en moins grâce au moteur de recherche, Google et consorts. On constate que la part des visiteurs sur un site qui viennent par un moteur de recherche est en train de se réduire.
au profit des sites, des visiteurs qui viennent par recommandation. C'est-à-dire, quelqu'un sur Facebook a dit « Ah, Idealux.be, ils sont super, allez les voir ». On clique dessus, on vient voir. Donc, si on veut étendre la visibilité et la popularité de son site, on a tout intérêt à agir également dans ces environnements-ci qui sont davantage dans le domaine du flux d'informations que l'on va créer. Donc il faut qu'on y soit présent, qu'on publie des choses qui intéressent les gens, qu'on soit sympathique, parce que la sympathie est quelque chose qui est important, qu'on interagisse avec les gens, qu'on dise qu'on aime, qu'on n'aime pas, bref, qu'on soit un acteur de ce domaine-là. Problème qu'on va aussi, un des problèmes qu'on a, c'est que si on publie du contenu riche, il va rester dans Facebook, il va appartenir à Facebook, il aura une durée de vie relativement faible. Bref, ce n'est pas forcément un endroit pour publier de l'information. C'est un endroit pour interagir, pour être dans le flux. Mais mon blog, il a une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est le fil RSS. Qui a déjà entendu parler des fils RSS? Une petite moitié de la salle. Alors, le fil RSS. RSS, ça veut dire Really Simple Syndication. Donc, peu importe. En fait, l'objectif est de rendre visible au monde entier les nouvelles informations qui sont publiées sur un site. Alors, je vous passe les détails techniques, mais c'est un fichier qui est quelque part sur le web, qui est mis à jour chaque fois que vous mettez une nouvelle information sur votre site ou sur votre blog, et qui est à la disposition d'outils qu'on appelle des readers ou des agrégateurs, qui sont des messageries à l'envers. La messagerie, on vous envoie des mails et tout arrive dans votre messagerie, vous pouvez les lire. Le lecteur de fil, l'agrégateur de fil, c'est vous, à partir de votre agrégateur, qui dites je vais aller lire celui-là, je vais aller prendre ça, je vais aller prendre ça, je vais aller prendre ça. Et vous retrouvez tout dans une interface qui va vous dire tiens, il y a plein de fils que vous n'avez pas encore lus, plein de nouvelles informations que vous n'avez pas encore lues. L'intérêt à ce niveau-là, c'est de centraliser les nouveautés sur les sites que vous suivez, sans devoir aller lire chaque site un par un, tous les jours pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Non, ne vous fatiguez plus à ce temps-là, consacrez ce temps-là à votre veille. Ramenez tout dans votre lecteur de fil RSS, et comme ça, tous les jours, vous saurez ce qu'il y a de nouveau dans tous les sites que vous suivez. Donc déjà ça, c'est intéressant pour suivre ce qui se passe, l'actualité de vos clients, de vos fournisseurs, de l'administration, d'Idelux et de tous les autres. Mais les fils RSS peuvent être utilisés dans d'autres environnements, et notamment, il y a des outils qui permettent de prendre le contenu de votre fil RSS et de le publier automatiquement dans Facebook, dans Twitter, sur LinkedIn. Donc, tout le travail que vous faites au niveau de votre blog ou même de votre site web, pour autant qu'il ait un fil RSS, va pouvoir être sous forme de flux, envoyé automatiquement sur votre page Facebook, sur votre page Twitter, et donc va attirer l'œil ou l'intérêt de la communauté Facebook, de la communauté Twitter, de la communauté LinkedIn. Ils vont trouver ça intéressant et éventuellement aller lire, donc vous allez attirer une première communauté, et puis ils vont peut-être dire « Ah, ce que j'ai vu sur le site de Idelux, là, c'est géant, je clique, j'aime », et hop, on diffuse à tous nos amis, à tout notre réseau, qui eux vont peut-être aussi dire « Ah oui, c'est bien, je vais aller voir ». Et donc on va comme ça générer un nouveau flux de visiteurs sur notre site. Avec l'avantage que ce que vous publiez sur votre site et sur votre blog va rentrer dans le stock d'informations qui est connu de Google, alors que ce que vous publiez sur Facebook est plutôt du genre flux qui s'évapore. Et donc travailler dans cet environnement que vous maîtrisez et dont vous restez propriétaire, et que vous faites un lien avec d'autres environnements, va apporter un plus à l'ensemble de votre présence sur le web. Ceci dit, ça ne vous dispense pas d'être néanmoins présent sur Facebook, sur Twitter et sur les autres pour animer les choses, pour paraître sympathique, pour susciter l'intérêt des gens. Voilà un petit peu le schéma que je propose autour des mots, parce que tout cela tourne autour des mots, on l'a bien compris, principalement avec le moteur de recherche qui n'est certes pas mort, mais qui est un petit peu en perte de vitesse.
cet environnement-ci qui circule aussi, où circulent aussi beaucoup de mots et dans lesquels, certes, on est beaucoup par interaction et par recommandation, mais de temps en temps, on fait des recherches. Et puis, on peut rajouter, pour clôturer la conversation, la présentation ici, d'autres environnements plutôt médias sociaux comme YouTube, dans lesquels YouTube, alors je pense à YouTube, mais à des choses comme SlideShare pour les présentations, Vimeo, Dailymotion pour la vidéo, donc tous les endroits où on peut mettre des médias sociaux, que je vais mettre dans un container donc pour une communauté bien précise, que je vais pouvoir exploiter à travers mon blog. Je vais pouvoir exploiter à travers les moteurs de recherche en mettant une description, de nouveaux démos. Je vais pouvoir exploiter dans ces environnements-là en faisant des liens et à la limite créer un buzz qui fera que les gens reviendront voir ce que j'ai à leur offrir, soit mon site plaquette, soit mon site de e-commerce. Quelle est la différence entre le contenu qu'on aurait dans un blog en tant qu'éducatif par rapport à un contenu qu'on met dans des réseaux sociaux pour attirer les gens? Alors, pour moi... Vous pouvez répéter la question? La question, c'est quelle différence de contenu doit-on envisager quand on publie en termes de qualité dans un blog ou sur un réseau social? Donc, pour moi, le blog est le réceptacle, le blog ou le site est le réceptacle d'une information de qualité parce qu'on a toute la place qu'on veut pour s'étendre et pour donner des choses de qualité. Les réseaux sociaux, on est plutôt dans de la discussion très rapide, dans des petites indications, dans de la réactivité. Donc j'ai vu ceci, c'est amusant, ou je m'ennuie, peu importe. Dans Twitter, ça sera encore plus court. Et souvent, Twitter, c'est quelques mots d'introduction et un lien vers une ressource. Et cette ressource sera votre blog. Ça plutôt dire, je ne sais pas, je suis dans LinkedIn, voilà, j'ai publié de l'article sur mon blog, et peut-être le lien pour que les gens viennent sur le blog. Moi, je fais le truc à l'envers, j'écrirai sur mon blog, et je mettrai en place un outil qui automatiquement publie dans LinkedIn le titre de votre billet, allez voir. Et je ferai la même chose dans Twitter. Pouf. Et on voit que souvent des visites sont générées simplement parce qu'on apparaît dans Twitter, les gens sont intéressés, ils cliquent. Et il y en a qui suggèrent de publier la même information plusieurs fois dans Twitter, donc à intervalles réguliers, toutes les 6 heures ou tous les jours pendant une semaine, de façon à optimiser le taux de visibilité, puisque, rappelez-vous, la durée de vie d'une information d'un tweet dans Twitter est de quelques minutes, à peine une demi-heure. Donc si quelqu'un n'est pas passé au moment, ben, il a loupé le truc. Donc donnez-lui peut-être la chance de le revoir à d'autres moments. Alors, on pourrait encore continuer longtemps. Ceci dit, on va un petit peu avancer et se poser la question, tiens, mais l'intelligence économique dans tout ça, comment est-ce que ça peut nous aider? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cela pour rendre l'entreprise plus performante? Alors on l'a vu, tout ce que j'ai présenté a pour but, c'est d'amener des visiteurs sur votre site. À vous après de les prendre en charge et de leur faire quelque chose. C'est pas toujours facile, j'en conviens, mais il y a au moins cette ambition-là. Et pour vous expliquer ce que c'est que l'intelligence stratégique, plutôt que de commencer dans des définitions très scientifiques ou peu compréhensibles, je voudrais vous présenter la fable du zèbre et de la lionne, qui explique un petit peu dans quel esprit on travaille dans le monde de l'intelligence stratégique. Alors, vous connaissez tous le zèbre, hein, c'est un animal qui ressemble à un cheval, qui n'en est pas un, mais qui ressemble à un cheval, qui a ses yeux noirs et blancs. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est noir et blanc ou blanc et noir. Et cet animal qui vit dans la savane a toute une série de capacités et de compétences qui lui permettent de survivre dans la savane. Alors, une de ces compétences importantes, c'est de pouvoir déterminer quel est l'état d'humeur du lion. À savoir, est-ce que le lion est en chasse ou est-ce que le lion n'est pas en chasse? Si le lion n'est pas en chasse, le zèbre déambule tout seul dans la savane, il broute, il va qu'à ses occupations, il surveille de coin de l'œil le lion, mais à la limite, ils peuvent se croiser et vivre en bonne intelligence. Dès le moment où le zèbre détecte que le lion est en mode chasse, le zèbre doit prendre d'autres attitudes.
Alors, le lion, je devrais parler de la lionne, parce que tout le monde sait que c'est pas le lion qui chasse, mais c'est la lionne. Donc, avoir peur du lion, c'est pas très grave. Par contre, il faut avoir peur de la lionne et essayer de comprendre si c'est en mode chasse ou pas. Et d'agir, de s'éloigner, de se rapprocher, tant et si bien que de temps en temps, on arrive à cette situation-là où la lionne en mode chasse, là, elle a faim et elle court derrière le zèbre. Alors le zèbre qui peut être anticipé, ben, il est parti. Il y en a qui n'ont pas anticipé, qui sont la proie de la lionne. Et arrive ce qui doit arriver, ben, le zèbre se fait manger. Ceci dit, il y a un proverbe populaire qui dit que dans la savane, quand on est avec un copain et qu'on rencontre une lionne, l'important n'est pas de courir très vite, l'important est de courir plus vite que l'autre. C'est ce qui se passe avec le zèbre. Ce zèbre-là est celui qui courait le moins vite. C'est la même chose avec les entreprises. Quand il y a un danger qui surgit pour les entreprises, l'important pour l'entreprise, c'est de ne pas être la plus faible. Parce qu'en fait, ceux qui se font manger, c'est les plus faibles. C'est ceux qui sont malades, c'est ceux qui sont moins forts, c'est ceux qui boitent, c'est ceux qui voient moins. Bref, ce sont les plus faibles. Et donc, l'intelligence stratégique, quelque part, a pour objectif de rendre votre entreprise meilleure que la plus faible. Et donc, tout doucement, de remonter dans la hiérarchie. On n'a aucune envie ou aucun objectif de faire de votre entreprise un Microsoft ou un Apple ou un Exxon, donc un gros mastodonte. On cherche juste à faire des entreprises qui vont survivre face à un danger, c'est-à-dire qui ne sont pas les plus faibles. Alors, pour éviter de se faire manger, les entreprises peuvent mettre en place, les zèbres, différents types de stratégies. Ici, on a des zèbres qui ont choisi de changer de route et de fuir le lion, la lionne. Il y en a sans doute qui sont partis dans l'autre sens. Le lion a fait un choix, il est allé dans un sens ou dans l'autre. Ce faisant, on est parfois confronté à d'autres dangers. Et dans ce cas-ci, nos zèbres sont confrontés au danger de l'alligator, du crocodile dans l'eau. Il y en a d'autres, des plus téméraires, qui font face et qui affrontent la situation. On ne sait pas toujours ce qu'il va y avoir comme résultat d'une confrontation comme celle-là. Soit le zèbre se ferait manger, soit la lionne se prend quelques coups de sabot. Voilà, c'est une autre stratégie que l'on peut avoir. Et puis il y a ceux qui sont innovants et qui trouvent des stratégies alternatives. Et là, c'est vraiment les plus innovants, les plus intelligents. Ils ont été cherchés par ailleurs pour voir ce que d'autres faisaient. Alors, les singes, ils montent aux arbres, donc ce zèbre-là, il a choisi cette solution-là. Son copain, il a une autre stratégie encore. Et le troisième, c'est le plus technophile. Là, il est sûr de s'en tirer. Et finalement, l'intelligence stratégique, c'est ça, c'est donner aux entreprises la capacité de surveiller son environnement et de façonner son environnement de sorte à continuer à vivre et à ne pas périr face au danger. Ça va se traduire de différentes manières. C'est avant tout et surtout une démarche managériale. C'est un état d'esprit qui doit être dans la tête du chef d'entreprise et qui doit percoler vers l'ensemble du personnel. L'objectif est de conserver un avantage compétitif. Donc vous savez tous que si votre entreprise vend quelque chose à des clients, que si elle vit sur le long terme, elle est intelligente. Donc ne croyez pas que si on vous parle d'intelligence stratégique, c'est parce qu'on considère que vous êtes bête, que du contraire, vous êtes intelligent si vous survivez. Si vous vendez, c'est soit que vous vendez la même chose que les autres mais à un prix inférieur, soit que vous vendez quelque chose de plus mais à un prix identique. En d'autres termes, vous avez un avantage compétitif et votre objectif c'est de le garder. À partir du moment où votre avantage disparaît, vous ne vendez plus et vous disparaissez aussi. Donc vous devez continuellement travailler à conserver un ou plusieurs avantages compétitifs. Et pour ça, vous devez avoir de l'information, savoir ce qui se fait, ce qui s'achète, ce qui intéresse les gens, l'état de la technologie, l'état de la législation. Donc vous avez besoin d'informations. Vous avez également de l'information qui est confidentielle que vous devez protéger. Parce que si vous avez réussi à avoir un avantage compétitif parce que vous êtes mieux organisé que la concurrence, là vous avez intérêt à ce que la concurrence ne sache pas que vous êtes mieux organisé. Donc vous avez de l'information qui est confidentielle, que vous devez garder confidentielle et ne pas divulguer à tout vent. Et ça, en fait, développer tout cela, développer de l'activité autour de ces avantages compétitifs. On base en général l'intelligence stratégique sur 3 piliers, donc sur 3 éléments principaux qui sont ceux que je viens de dire, mais
qui s'exprime d'une part sur un pilier de veille stratégique, c'est cette action qui permet d'aller chercher de l'information, c'est l'attitude du zèbre qui surveille du coin de l'œil les allées et venues du lion pour savoir s'il est en mode attaque ou pas. Collecter de l'information sur, tiens, quelles sont les pistes que je vais pouvoir suivre si je suis attaqué, est-ce que là il y a un crocodile, ou est-ce que là il y a un ravin que je vais pouvoir passer, ou est-ce qu'il y a un plus faible vers lequel je vais pouvoir attirer le lion ou la lionne. C'est protéger l'information. Alors c'est l'information que j'évoquais tout à l'heure, vous avez un avantage organisationnel sur votre concurrent, gardez-le bien pour vous, mais c'est aussi la protection du capital immatériel, donc vos brevets, vos licences d'exploitation, toutes ces choses-là qui font la valeur de l'entreprise, votre base de données, votre base de clientèle, toutes ces choses-là, votre marque. On rencontre encore des entreprises qui ne déposent pas leur marque, qui ont des mots qui sont très précis, avec lesquels on peut les trouver très facilement sur le web et qui ne protègent pas leur marque. Et puis, c'est des opérations d'influence qui sont destinées à façonner le monde de manière favorable à votre activité. Alors, l'influence et le lobby, ce ne sont pas des gros mots, ce sont des choses qui sont nécessaires, qui sont importantes, qu'on ne peut pas laisser de côté, parce qu'on croit que ce ne sont que des méchants qui font, enfin les méchants cigarettiers et tous les autres qui font du lobby. Le lobby est important, même pour les PME, et même à titre défensif. Il y a d'innombrables exemples qui montrent que l'influence peut être bonne quand c'est offensif, même pour des PME. Qui a entendu parler de l'obligation pour les automobilistes circulant en France d'avoir un éthylotest dans la voiture? Tout le monde. C'est fini le problème. Mais sachez que cette obligation-là est le résultat d'une action de lobbying menée par un seul homme au profit d'une PME de 45 personnes. Ah, vous voyez que c'est magnifique. En à peu près un an, il y a un gars qui a réussi à imposer pour le bénéfice d'une PME une obligation légale. Alors maintenant, on va le supprimer parce qu'on se rend compte que ce n'est pas viable et qu'ils sont débordés par le succès qu'ils ne savent pas suivre dans la production des éthylotests, mais c'est le résultat d'une action de lobbying. Après, dans l'autre sens, le lobbying peut être important parce que vous devez vous défendre. Le lobby, c'est en fait de modifier l'environnement administratif et législatif. Alors, il y en a qui ont envie de le faire à leurs dépens, enfin à leur profit, le cas des éthylotestes. Et là, il y en a qui se sont fait avoir, qui auraient dû faire du lobby défensif pour le coup, mais qui auraient dû le faire, ce sont les agriculteurs. Parce que les agriculteurs se sont trouvés dans l'obligation d'avoir un éthylotest sur toutes leurs machines agricoles. Parce que l'obligation était imposée à tous les engins moteurs à 4 roues. Et donc sur leurs tracteurs, sur leurs moissonneuses-batteuses, sur leurs semeuses, sur leurs machins, ils devaient avoir un éthylotest. Ils auraient dû faire du lobby pour expliquer aux législateurs que ce n'était pas possible. Donc il fallait faire autre chose. Donc le lobby, il est important des deux côtés, offensif pour ceux qui ont le plus de cran, défensif pour les autres. Et le lobby, ça peut être au niveau national, international, l'Europe, mais ça peut être au niveau local. Une administration communale qui décide de lever une taxe sur, je ne sais pas quoi, le nombre de chaises que l'on met sur le trottoir dans le cas d'un café, ça vaut peut-être la peine d'aller frapper à la porte du bourgmestre pour lui expliquer la réalité des choses. Et finalement, le lobby, ce n'est jamais que, quand il est bien fait, quand il est fait honnêtement, que d'informer les partis qui décident de la réalité, de votre réalité. Si vous n'expliquez pas à ces gens-là ce qu'est votre réalité, ils vont décider sans en tenir compte. Donc vous devez, c'est de vos responsabilités, soit tout seul, soit en groupe à travers des groupes de pression, chambres de commerce ou autres, mais faire entendre votre voix. L'intelligence stratégique poursuit 3 objectifs. Un regard sur l'information, donc on va aller chercher de l'information, la traiter, la manipuler, se l'approprier, l'utiliser. C'est une boîte à outils de management, donc on vous donne des outils pour travailler, ce n'est pas une finalité, c'est des outils qui vont permettre de comprendre l'environnement dans lequel on est. Et lorsque nous faisons de l'intelligence stratégique, nous essayons d'être la coupole quelque part autour de toute une série d'actions, de préoccupations, comme la présence sur le web, la démarche marketing, la surveillance de la législation. Les spécialistes en intelligence stratégique ne sont pas des techniciens, donc ce ne sont pas eux qui vont mettre en place le site web, ce ne sont pas eux qui vont faire le référencement, ce ne sont pas eux qui vont mener l'action de lobby, ce ne sont pas eux qui vont aller déposer les brevets ou protéger une marque. Tout ça, il y a des spécialistes qui existent déjà.
Ce que, par contre, nous constatons qu'il est nécessaire d'avoir, c'est un regard au-dessus qui coordonne toutes ces actions. Par exemple, on a je pense à une société qui a créé un mot valise énergétique qui lui est propre, qui peut être utilisé sur le web comme attracteur de visiteurs, mais qui ne le protège pas. Voilà, donc on doit regarder et dire, tiens, c'est à protéger, parce que lui, il a fait son mot, il travaille tout seul. Le responsable du site web, il ne sait pas quel intérêt ça a, il ne sait pas que le mot n'est pas protégé, donc il va pas dire qu'il faut le protéger. Donc on a besoin d'un regard supérieur qui va vraiment remettre de l'ordre dans tout cela et qui va faire en sorte que l'on rende les choses plus fluides et plus efficaces. Parfois, ça permet également d'identifier des redondances, ou en tout cas de mettre un petit peu. Et puis, c'est de relier les points. Alors, on vient sur cette idée de cohérence, faire des liens entre des actions qui sont mises en place par l'entrepreneur. C'est par exemple se demander, tiens, on a un site, très bien, on a une action de web marketing ou d'achat de mots-clés, mais lorsque les gens arrivent sur le site, il ne se passe rien parce qu'on n'attend rien du visiteur. Ça existe. J'ai encore récemment vu un entrepreneur qui payait de l'argent pour faire venir des gens sur son site. Une fois que les gens arrivaient sur le site, il ne se passait rien, on n'en faisait rien. Voilà. Connecter les points pour recréer un schéma compréhensible, efficace, pertinent. Et puis ça permet également, parce qu'il ne faut pas oublier l'homme, de reconnecter les liens, les points entre les hommes et de recréer du réseau entre tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les acteurs en prise directe ou les parties prenantes, donc les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, et puis les voisins, les législateurs, etc. Donc l'intelligence stratégique est destinée à reconnecter les points autour de l'entreprise. Alors, nous sommes en contact avec des entrepreneurs, et qu'est-ce qu'ils nous disent après qu'on ait mené une action d'intelligence stratégique avec eux? Donc notre objectif, c'est de les ouvrir à l'intelligence stratégique, de leur donner cette boîte à outils, en tout cas quelques premiers outils à mettre dans la boîte à outils, de leur expliquer que ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre, que c'est un état d'esprit, mais techniquement ce n'est pas très difficile, de faire un bout de chemin avec eux en les accompagnant. Après, ils nous disent, en tout cas nous on constate, qu'au départ, ils ont des gros problèmes avec leur concurrence. Donc ils ont des difficultés à percevoir la concurrence à laquelle ils font face. Ils comprennent relativement bien la concurrence directe et ils sont parfois capables, pour les meilleurs, de nous citer 3 concurrents directs. Et là, on a vraiment de la chance. Je pense que c'est parce qu'il y a un biais dans notre échantillon et que globalement, les entrepreneurs sont capables d'en citer plus, enfin j'espère. Mais ils n'envisagent que cette concurrence-là. Ils ont des difficultés à envisager une concurrence beaucoup plus large. Concurrence de produits substituts, concurrence de nouveaux produits, concurrence des gens qui font le travail eux-mêmes et qui ne font pas appel à des prestataires de services sur des produits particuliers. Donc ils ont des difficultés par rapport à la perception de la concurrence et ils sont contents de se rendre compte que, qu'ils ont cette difficulté-là et d'avoir des outils qui leur permettent de découvrir de nouvelles concurrences et d'outils qui leur permettent de suivre et de surveiller du coin de l'œil la concurrence. Ils sont contents de pouvoir en parler, de pouvoir en discuter. Donc nous organisons des formations, on réunit des chefs d'entreprise, ils ont l'occasion de se rencontrer. Et une part importante du temps qu'on consacre à la formation est du temps de discussion et de networking. Et donc de pouvoir rediscuter avec des gens, reconnecter les points avec d'autres entrepreneurs, même dans d'autres domaines d'action, et pour eux quelque part solitaires, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus tout à fait les seuls à avoir les nez dans le guidon. Ils sont contents qu'on les ait pris par le col pour les sortir de la tête du guidon et de s'ouvrir à ces choses-là. Et puis finalement, il y a des changements. Il y a vraiment des changements dans quasi toutes les entreprises qui ont été accompagnées. Alors l'ASE, qui est en chapeau de cette initiative d'intelligence stratégique, fait des enquêtes régulièrement et ils entendent de la part des entreprises et des entrepreneurs qui ont participé à ces cycles d'intelligence stratégique que plus de 90% des entreprises ont mis en place des changements à la suite de ce programme. Alors ces changements, ça peut aller dans tous les sens. Pour les cas que je connais, c'est l'entrepreneur à qui on fait comprendre qu'il y a un problème de pérennité pour l'entreprise. Tiens, mais monsieur l'entrepreneur, si vous disparaissez, que devient votre entreprise? Il y en a quand même un certain nombre qui n'y pensent pas et qui pourraient y penser, qui devraient y penser. Ils mettent en place des stratégies pour assurer la succession de leur entreprise. On a des entrepreneurs qui ont des soucis avec leur site web, on en a suffisamment parlé. Ils mettent en place des actions correctives. Alors ce n'est pas nous et ce n'est pas eux qui vont le faire, mais ils vont faire appel
à des spécialistes qui vont les aider, mais il y a des changements qui sont pris en place, qui sont mis en place et qui finalement renforcent l'entreprise. Et voilà pour ce que j'avais envie de vous dire. Donc je vous rappelle par rapport à l'objectif initial qui était de parler des liens et de la présence sur le web. Les 3 choses que je voudrais que vous reteniez, c'est que ça se passera avec ou sans vous. Il y a plein de gens qui vont aller raconter des choses sur vous, positives, négatives, en général plus négatives que positives, et donc vous êtes responsable de gérer le beau côté de votre identité et de votre réputation, sans pour autant mettre les pieds du mauvais côté de la ligne. Donc il n'est pas question d'aller mettre des faux avis d'utilisateurs dans les sites communautaires. Et puis, la dernière chose, c'est... ça m'échappe. Oui, ça tourne autour des mots. Les mots sont importants, sont vraiment primordiaux. Et je ne peux que vous inviter vraiment à réfléchir sur les mots qui sont utilisés par vos clients, par votre site. C'est vraiment ça la clé. C'est un exercice qui est très difficile, j'en conviens, mais c'est vraiment un exercice qui est clé, parce que le métier de Google, c'est de faire correspondre 2 chaînes de caractères identiques. Si on a un qui pose une question et que l'autre donne la réponse, vous ne vous rencontrez jamais.